Bonjour, aujourd'hui un exercice que m'a proposé mon ami Denis Roussilla qui parle de suite récurrente linéaire et de barycentre. Je vous explique l'exercice. On prend M, un entier strictement positif, U0 jusqu'à UN-1, bon, des réels. Si vous voulez prendre des complexes, ça marche aussi. On va se fixer des réels et par récurrence, on va prendre pour UN la moyenne des M termes précédents. D'accord? Donc U indice M, c'est la moyenne de ceci, puis UM plus 1, ça va être la moyenne des réels de U1 jusqu'à UM, etc., etc. Et il faut montrer que UN va tendre inexorablement vers le barycentre de U01, U1, 2, etc., UM-1, M. Bon, alors je vais en proposer deux preuves. Denis m'a dit, donne-moi les deux preuves. Ok, je donne les deux preuves. Alors, une preuve, dans un esprit programme du bac des années 70, ça aurait pu être un problème de bac, voilà, ça aurait pu être le bac 75, quoi, hein, ça c'est ce genre-là, bon, évidemment détaillé, etc., mais ça aurait pu l'être. Et puis, une autre preuve, avec un énoncé des hypothèses un peu plus fortes, et, et du coup une autre preuve qui utilise de la réduction avec des objets qu'on pourrait introduire en licence mais qu'on introduit en réalité qu'en master maintenant, donc plutôt une preuve master 1. Voilà, ça va nous faire voyager dans le temps et dans les maths. Alors, voici une solution, on va dire, élémentaire. Euh, Bon, alors élémentaire, maintenant ce serait plutôt L1. Hein. Alors E, ça va être l'espace vectoriel des suites Bn qui possède cette relation de récurrence, de prendre les M précédents et de prendre leur moyenne. Bon, ok. Donc le polynôme, l'équation caractéristique de la suite récurrente linéaire, c'est M xm moins xm-1 moins etc. moins 1, qu'on peut normaliser, on peut le rendre unitaire hein, si on veut. Bon, je vais le prendre comme ça pour éviter d'avoir des fractions. Et c'est évident que quand je vais multiplier ce polynôme R ici par x-1, par soustraction décalée, ça va me donner P. Voilà. De plus, R de 1, il est clair que c'est non nul, donc 1 est racine, évidemment, mais racine simple. De plus, toute racine de P est simple, c'est facile à voir, même si en fait c'est un peu inutile, on pourrait s'en passer en tout cas, hein, mais on va quand même montrer que P est à racine simple. Je calcule P', voilà, et je remarque que P' c'est M2 xm-1, et là je reconnais presque moins R, à part qu'il manque M xm-1. Voilà. Bon, donc ça nous fait ça. Ça nous fait M2 plus M facteur de xm-1 moins R. Et ça exprime vraiment que toute racine de P est simple. Parce que, bon, 1 est racine simple. Mais si on a une autre racine de P, donc elle serait racine de R, eh bien, elle est non nulle, évidemment, parce que 0 n'est pas racine de P. Et ici, ça s'annulerait. Mais M2 plus M n'est pas nul, à cause de l'hypothèse, et ça, c'est pas nul. Voilà. Donc, P' n'est pas nul, donc toutes les racines sont simples. Ok, très bien. Alors, le fait que toutes les racines sont simples, ça veut dire qu'on a une assez jolie présentation d'une base de E par des suites géométriques. Hein. Donc, on a la suite géométrique constante, de raison 1, la suite géométrique, bon, qui commence par 1, hein, toujours, et de raison lambda i, ici. Donc ça va former une base de E. C'est bien connu. Et maintenant, on peut remarquer que toute suite de E est bornée. Évidemment, puisqu'on prend à chaque fois les moyennes, d'accord ? La valeur absolue de Vn, ou si vous voulez le module de Vn, si vous les avez pris complexes, c'est inférieur ou égal au max des valeurs absolues, ou module des VI pour les M premiers. Hein, ça va toujours être contenu là-dedans. Ce qui veut dire que, en particulier, toutes ces suites géométriques sont bornées, et ce qui veut dire donc que les modules
des lambda i sont inférieurs ou égaux à 1. Bon, quel que soit. Bon, alors maintenant, on va regarder les racines de P qui sont de module 1, ce qui est possible ici, hein, a priori. Alors, si le module de lambda est égal à 1, P de lambda égale 0, ça va nous faire m lambda puissance m égale ça qui est une somme, hein, c'est la série géométrique, donc c'est lambda m moins 1 sur lambda moins 1. J'ai pris lambda différent de 1, évidemment. Et ça va me faire lambda m, donc ça, bon, on arrange ça, ça fait lambda m facteur de m lambda moins m plus 1, quand j'ai passé lui de l'autre côté, est égal à moins 1. Donc je prends le module ici, ça va me faire que le module de m lambda moins m plus 1 est égal à 1. Donc faisons un petit dessin, je regarde le disque, on va dire le cercle de rayon M et de centre O. Ici j'ai m plus 1, donc voici m lambda moins m plus 1, et on voit que par Pythagore, bah forcément c'est plus grand que 1, puisque c'est plus grand que ça. Avec un petit dessin, ça se fait. Donc ça veut dire que lambda égale 1, mais comme on avait supposé lambda différent de 1, c'est absurde. Donc maintenant c'est terminé, puisque UN, la suite UN, elle est combinaison linéaire de ceci, avec des coefficients alpha i. Donc quel que soit n, on va avoir ça. Je vais regarder cette égalité pour les m premiers éléments, c'est-à-dire pour n allant de 0 à m-1, et je vais faire une combinaison linéaire avec le polynôme R. Donc pourquoi je fais ça? Évidemment pour éliminer tous ces lambda i, et pour ne conserver que alpha 0. Alpha 0, on va avoir fois R de 1, est égal à m um-1, puisque je vais faire cette combinaison linéaire là, hein, m um-1 plus m-1 um-2, etc., plus u0, et donc ça va faire alpha 0 R de 1, et donc ça va nous donner que un tend vers alpha 0, qui va être bien le barycentre de ceci. Et c'est terminé. Alors maintenant, une preuve instructive qui utilise un bagage un peu plus sophistiqué et qui va nous permettre de facilement obtenir des résultats plus généraux. Alors voici la version de l'exercice que m'avait posé Denis, une version augmentée avec une preuve aussi, on va dire, plus côté master, mais ceci dit, on aurait pu adapter la preuve à quelque chose de plus salin comme tout à l'heure. Hein. Alors regardez, on part de réels, qui pourraient être des complexes, bon, mais on va dire des réels, U0 jusqu'à M-1, AI, une famille d'éléments positifs, I de 0 à M-1. L'hypothèse, on verra ça après. On construit la suite UN par récurrence, on prend UN-M plus I à I, et on prend le barycentre de cette famille-là, d'accord ? Et ça nous construit UN par récurrence. C'est-à-dire, donc on généralise par rapport à tout à l'heure où les AI étaient tous égaux à 1. Alors, UN possède bien une limite, c'est déjà ça, hein, et cette limite, c'est le barycentre de UI-BI, avec BI égale A0 plus, etc., jusqu'à AI. Voilà. Alors maintenant, je vais revenir sur l'hypothèse. Ce qu'on veut, c'est que les AI, évidemment, ils ne peuvent pas être tous nuls, sinon on ne pourrait pas prendre le barycentre. Donc il y a au moins un AI qui est non nul, mais on veut qu'il y ait au moins deux I et J, donc avec AI et AJ non nuls, et M-I premier avec M-J. Voilà. Alors c'est pourquoi, regardez par exemple la suite 0, 1, 0, 1, 0, 1. À chaque fois, vous prenez le barycentre avec A0 égale 1 et A1 égale 0. Et pourtant, ça ne converge pas. D'accord ? Donc, il suffirait même, si vous voulez, d'avoir AI non nul et AI plus 1 non nul. Parce que là, on aurait évidemment deux nombres consécutifs, ils sont premiers entre eux. Voilà. Donc voilà l'hypothèse, vous le trouvez générale, qui était pas mal. Ok, on va montrer ça. Alors d'abord, par homogénéité de tout, on peut supposer que la somme des AI est égale à 1, ça va simplifier un peu les choses. Et du coup, on va regarder le polynôme xm moins
AM-1 xm-1 moins AM-2 xm-2 moins A1x moins A0, on va l'appeler P. C'est évidemment, d'après la définition, le polynôme, l'équation caractéristique de la suite. Et cette fois-ci, on va montrer que ce polynôme, il a 1 comme racine simple, ça va être facile, et toutes les racines sont de modules strictement, on prend les racines complexes, sont de modules strictement inférieurs à 1. Alors, regardez, on prend la matrice compagnon ici du polynôme, qui est unitaire, donc je prends la matrice compagnon ici, la voici, ce qui va faire que cette matrice-là va vérifier que la suite, quand on regarde m termes consécutifs de la suite, qu'on en fait un vecteur colonne, et qu'on commence par un, c'est Cp puissance n du vecteur colonne des m termes initiaux de la suite. Ça, c'est quelque chose de classique qu'on fait avec les suites récurrentes linéaires avec des matrices compagnons. Alors maintenant, elle m'intéresse, cette matrice compagnon. Je vais attaquer les valeurs propres de cette matrice compagnon. Je sais que le polynôme caractéristique de cette matrice compagnon, c'est exactement le polynôme P. Et donc, les racines de P sont les valeurs propres de Cp. Alors maintenant, on prend un vecteur colonne X, on suppose que la norme infinie est égale à 1, c'est-à-dire le max de la valeur absolue des coefficients, ça vaut 1. Comme ici, on n'a que des éléments positifs et que la somme fait toujours 1, la somme des lignes, ça fait toujours 1, d'après ça et ce qu'on voit là, eh bien ça va nous faire que quand on va multiplier x par Cp, la norme infinie va être inférieure à 1, l'inégalité triangulaire. Et donc ici, supposons que lambda soit une valeur propre de Cp, donc une racine du polynôme caractéristique de Cp, on sait que le polynôme caractéristique de Cp, c'est P, eh bien ça va être lambda x, avec la norme de x qui est différente de 0, puisque x c'est un vecteur propre, et donc ça nous fait que le module de lambda est forcément inférieur ou égal à 1. Donc là, j'ai dû, entre parenthèses, passer dans C puissance n, et prendre les modules, ici pour la norme, les modules des coefficients, le max des modules des coefficients. Mais vous voyez quand même la puissance ici de l'approche matricielle, avec les matrices compagnon. Et maintenant, comme tout à l'heure, on va utiliser la stricte convexité du disque pour étudier le cas où le module de lambda est égal à 1. Donc si le module de lambda est égal à 1, le fait que Cpx soit égal à lambda x, parce qu'on a pris pour x un vecteur propre, ça implique cette équation-là. D'accord ? Donc ça, c'est quand je vais regarder ça au niveau de la dernière ligne. Et de plus, quand je regarde ça au niveau des autres lignes, si je pars de x0 égale 1, ça va me donner par récurrence que xi est égal à lambda puissance i. Bon, ça c'est facile. Donc je reprends cette ligne et ça me fait que lambda m, c'est le barycentre des lambda i à i. Pour i allant de 0 à m-1. Bon. Mais, comme lambda est de module 1, ça veut dire qu'on a un barycentre avec des coefficients ici non nuls. Certains coefficients sont non nuls. On a un barycentre de points qui sont sur la circonférence du cercle unité et le barycentre se trouve sur la circonférence. Alors ça, c'est par stricte convexité, ça veut dire que tous ces points-là sont égaux. S'il y en a deux distincts, le barycentre, pour des AI non nuls, le barycentre, il serait strictement à l'intérieur. Et le barycentre ne pourrait pas être sur la circonférence. Donc ça veut dire que pour ces deux AI à J, j'ai lambda m est égal à lambda I, et lambda m est égal à lambda J. Ce qui me fait finalement que lambda puissance m-i, ça fait 1, lambda puissance m-j, ça fait 1. Comme ils sont premiers entre eux, avec Bezout, ça fait lambda puissance 1 égale 1. Donc on a directement le fait que lambda est égal à 1. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, Cp puissance n converge, puisqu'elle a une valeur propre 1,
et les autres valeurs propres, elles sont de modules strictement inférieurs à 1. Donc ça, on sait qu'on n'a même pas besoin de regarder des racines simples ou quoi, on sait que ça converge. Alors ça converge vers quoi? Eh bien ça converge vers la composante de UN en la suite de raison 1. Traduit en termes d'éléments de Rn, ça converge vers la composante de notre vecteur qui est ici, en la droite engendrée par 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, le vecteur canonique. D'accord? Puisque quand lambda est égal à 1, ici, bah, tous les xi sont égaux à 1. Ok. Alors maintenant, comment on fait pour avoir une projection sur une droite propre? Eh bien ça, c'est les projecteurs spectraux. Et comment on fait? On a des projecteurs spectraux à partir de l'identité de Bezout. Comment on fait l'identité de Bezout? Ben, c'est bien de le faire avec les fractions rationnelles. Je regarde P, je le décompose en x-1 facteur de R, où R, ben, on vérifie que quand on divise P par x-1, ça fait R égale somme de BI xi, i allant de 0 à m-1, les BI étant ici. Bon, c'est facile de multiplier puis d'obtenir P. Évidemment, au passage, R de 1 est évidemment différent de 1. Maintenant, je regarde 1 sur P, je le décompose en éléments presque simples, c'est-à-dire simple en 1, hein, localement simple. Ici, je vais avoir du 1 sur R de 1 x-1 plus un polynôme V sur R. Ici, le coefficient, hein, c'est 1 sur R de 1. Donc, maintenant, je multiplie par P, ça me fait mon identité de Bezout. Ça fait 1 égale 1 sur R de 1 R plus V facteur de x-1. Donc mon projecteur spectral sur le sous-espace propre, sur la droite propre pour la valeur propre 1, ça va être lui, mon projecteur spectral. Je l'appelle Pi1, donc c'est R1 moins 1, donc 1 sur R de 1, fois R appliqué à CP. Donc ça va être ça mon projecteur spectral. Et comme je le projette, donc ça va être mon projecteur de Rm sur R fois que des 1, et bien comme ici j'ai que des 1, toutes mes coordonnées vont être les mêmes, j'ai besoin que de la coordonnée, la première coordonnée, et après je sais que toutes les autres sont les mêmes. Et j'aurai ainsi mon coefficient. Donc ici je regarde U0 jusqu'à UM-1, je regarde son image par ça, donc je vais regarder le premier terme, parce que le premier terme, il est facile à obtenir, et tous les autres termes sont égaux. Donc c'est facile à voir que RCP de ça, ben, ça va être exactement ça. Et ensuite, on divise par R de 1, c'est-à-dire la somme des BI. Voilà. Donc ça nous fait bien le barycentre, et on a fini l'exercice. Voilà, je remercie encore Denis pour avoir proposé ce joli exercice inspirant.